TV8 pour ce nouveau numéro de Clermont Live que nous allons passer dans les murs du musée Bargoin à l'occasion du Festival international des textiles extraordinaires ou encore FIT, deuxième du nom. Après Métamorphose en 2012, c'est au tour de Renaissance pour l'édition 2014. Et pour nous parler de ce festival, nous recevons 4 invités. Christine Bouilloc, directrice du musée Bargoin et plus particulièrement du département tissu et art textile. Christine Athénor, directrice d'HS Projet, co-organisateur de l'événement. Armel Barraud, designer textile. Et également Thomas Leveugle, chargé de projet collaboratif urbain à HS Projet. Alors, pour commencer cette émission, nous allons tout d'abord parler d'HS Projet pour resituer un petit peu ce qu'est cette association, quand elle est née et quelles sont ses vocations. Donc HS Projet, comme son nom l'indique, peut-être pas, n'est pas une association HS. En fait, HS signifie pour des projets hors série. Donc c'est une association qui a été créée en 2008, donc il y a quelques années maintenant, et essentiellement pour porter en fait le projet du festival. Donc au départ, ce n'était pas un festival, c'était une biennale textile. Au fur et à mesure en fait des réflexions et des réunions annuelles que l'on a faites, c'est devenu un festival textile, puis un festival international des textiles extraordinaires. Donc il a fallu quelques années en effet pour réfléchir ensemble de manière collaborative avec un comité ressources qui au début était assez petit et qui est devenu plus nombreux, d'environ une trentaine de personnes au départ, puis maintenant à peu près 80 personnes qui viennent de France mais également de l'international. Alors, qu'est-ce que le FIT exactement, ce festival international des textiles extraordinaires qui n'existe nulle part ailleurs en Europe en tout cas? Voilà, et même plus largement, on pourrait le dire, puisqu'en fait, il est né essentiellement de réflexion et d'une personne, Simon Djami, que vous avez interviewé d'ailleurs en 2012 en première édition, et qui nous a dit bon, je fais le tour de la planète régulièrement, et en effet, il n'y a pas de festival, il n'y a pas de biennale dédiée au textile, et d'une manière un peu particulière également, et qui donne au textile en fait toute sa part, toute cette dimension bavarde, ethnographique, artistique, etc. Donc, c'est lui qui a été un petit peu le fer de lance en fait de cette idée de vraiment créer un festival international des textiles extraordinaires. Et pourquoi ce festival? Pour réunir les 5 continents, pour réunir les points de vue, les opinions, les regards, à travers le textile, dire des choses, signifier des choses, et réunir dans un lieu accueillant, possible, ouvert, qui en avait envie, et donc à Clermont-Ferrand. Et c'est comme ça que le festival s'est installé en fait vraiment à Clermont-Ferrand par la rencontre avec Christine Bouilloc, qui faisait partie du comité ressources dès le départ, en fait, dès 2009, je pense. Voilà, quand on était encore assez peu nombreux et qui était extrêmement enthousiaste, hein, sans doute la plus enthousiaste, je pense, du comité. Et voilà, et c'est vrai que assez rapidement, naturellement, finalement, le festival a pris sa source ici, dans ce territoire, hein, grâce au musée aussi, grâce à Christine, grâce à la relation qu'a eue Christine aussi avec son territoire, défendre ce projet aussi au sein de la mairie, au sein du politique, avec le responsable culture en fait de la ville à cette époque, qui était donc Olivier Bianchi, et qui a vraiment eu envie et a compris les enjeux du projet. Et c'est ainsi que le projet s'est vraiment installé et se développe, on l'espère, vraiment à Clermont-Ferrand. Alors, Christine Bouilloc, pour le musée Bargoin, c'était une réelle opportunité d'accueillir ce festival. Oui, c'était une opportunité parce que on associait, j'allais dire, les avantages et les inconvénients, mais surtout les avantages d'une structure publique et d'une association. Donc avec une effervescence, une capacité à fédérer, et puis surtout, ce qui nous en fait nous intéressait beaucoup dans ce festival, c'était d'ouvrir le patrimoine, c'est-à-dire de sortir de cette notion de quelque chose de figé, d'un patrimoine où on présente des savoir-faire et où par principe, on se dit ce sont des savoir-faire passés, ce sont des savoir-faire terminés, alors qu'on a une vraie résonance et une continuité sur la partie contemporaine. Et puis toute la richesse des regards croisés. C'est vrai que la spécificité, en tout cas du département textile, c'est d'avoir des collections de textiles extra-européens. C'est aussi ce qui a permis l'ancrage du festival au niveau effectivement de la ville de Clermont, et de se dire il y a une vraie résonance, il y a une véritable attente. Et puis ce désir aussi dans le cadre de ce que développe le musée, c'est-à-dire une proximité avec le public,
une façon de faire vivre le musée hors les murs et de rendre, en fait, j'allais dire, ce patrimoine à tous. Et d'un seul coup, de jouer, j'allais dire, la carte de l'ouverture, de jouer la proximité, de comprendre la différence, donc d'être dans une action citoyenne au vrai bon sens du terme, et de se réapproprier ce patrimoine pour le plaisir. Donc le but du jeu, j'allais dire, avec l'association, c'était de, un petit peu le mot d'ordre, c'était venir au musée comme venir au café, quoi. Et si on arrive effectivement à faire ça, et on a commencé à l'entrevoir de façon très prégnante sur les 2 éditions, voilà, je pense qu'on est vraiment dans une belle mission qui est celle de la pluralité des publics et puis celle de la diffusion au maximum et au plus grand nombre. Alors justement, le festival investit les lieux culturels et publics de la ville, plus particulièrement dans le centre historique. C'est l'occasion d'attirer un large public et également peut-être d'autres partenaires à l'avenir, des mécènes. Alors ça, c'est une partie qui est, j'allais dire, indispensable pour le monde culturel, parce que il est vrai que pendant un certain temps, l'État ou les collectivités ont été présentes. On sait que la réalité fait qu'il est nécessaire maintenant de mêler aussi le monde de l'industrie, le monde de l'entreprise. Mais encore une fois, c'est pas le mariage de la carpe et du lapin. Je crois que l'histoire nous en a témoigné. Il y a des grands mécènes ou des grands philosophes ou des personnes en fait qui avaient effectivement un patrimoine, en tout cas de l'argent, qui ont soutenu très souvent en fait la création, qui ont osé. Et on est dans cette logique-là. Et quelque part, ça fédère aussi le territoire. C'est une façon de montrer une image contemporaine, positive, active des acteurs culturels et des acteurs effectivement du mécénat, territoire industriel ou entreprise, quoi. Donc voilà, pour nous c'est absolument nécessaire et indispensable, une nouvelle dynamique et puis une réalité aussi financière. Voilà, c'est une façon d'avancer en tout cas ensemble et puis quelque part aussi de se permettre d'avoir une certaine pérennité. Un mot, Christina Ténor, justement sur le rôle des partenaires éventuels. Alors les partenaires, c'est vrai qu'ils sont nombreux. Au niveau des mécènes, effectivement, il y a eu un travail qui a été fait par une jeune personne qui nous a accompagnés en fait pendant une année entière et qui s'est rapprochée, qui a vraiment fait un travail de fond sur qu'est-ce que pouvait être en fait le mécénat, le partenariat auprès du FIT, hein, comment le soutenir, quelles entreprises, quel type d'entreprise, donc bien sûr textile, mais pas que. Le rôle un petit peu de toutes ces entreprises. Donc on les retrouve en fait à différents stades, on les retrouve, et Armelle en fait en est aussi un exemple, puisqu'en fait son travail de création a été soutenu au niveau de la matière par un industriel du textile, Moulinage du Solier, qui est à Dunières, donc en Haute-Loire, et qui a soutenu en proposant de la matière, une matière assez particulière, du fil aéronautique. Donc on ne pourrait pas imaginer en effet qu'on puisse faire de la dentelle, puisque Armelle intervient en dentelle contemporaine, avec un savoir-faire ancien mais réadapté pour des créations vraiment actuelles. Et il a également, ce qui n'était pas forcément l'idée de départ, mais il a également soutenu sa création en apportant vraiment une partie financière pour qu'elle puisse vraiment travailler. Donc bon, il y a d'autres mécènes également qui sont parmi nous, mais je pense qu'on va effectivement, comme le dit Christine, de toute façon vraiment travailler de cette manière-là auprès des partenaires pour ouvrir encore plus, et ça a toujours été un petit peu la demande de départ, plusieurs partenaires, pas que la ville sollicitée, certes d'un point de vue de la construction oui, mais d'un point de vue de la collaboration financière, voilà, c'est aussi quelque chose d'important. Alors on va revenir sur cette édition 2014 du FIT et on va essayer de voir quelques endroits, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de manifestations, on va essayer de voir quelques lieux, quelques endroits où justement le public peut se rendre. Alors il y a notamment la chapelle de l'ancien hôpital général où on peut découvrir l'installation Tempête, réalisée par les étudiants de l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et l'École nationale supérieure des beaux-arts, toutes deux situées à Lyon. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ce lieu, cette installation Tempête ? Donc là, c'est vraiment parti d'une idée, en fait, donc il y a à peu près presque 2 ans ou 1 an et demi, où on s'était dit, voilà, on va collaborer, en fait, il nous manquait un peu cette dimension théâtrale, l'envie de se rapprocher aussi du CNCS de Moulins, qui conserve, en fait, tous les costumes nationaux, et l'idée de réfléchir aussi Renaissance, comment est-ce qu'on peut prendre ce thème, puisque c'est l'idée de Renaissance, reconnaissance des peuples sur les 5 continents, et l'idée, c'était de retravailler à partir d'un texte de la Tempête de Césaire, donc on leur a transmis l'idée.
imaginant une pièce de théâtre qui pourrait tourner après, nous accompagner dans l'édition aux Philippines, donc en 2015. Et en discutant avec le directeur de l'ENSAT, donc l'École nationale supérieure des arts et théâtres, Thierry Pariante, il nous a dit que c'était peut-être un peu ambitieux et que peut-être il y avait des choses à valoriser également qui n'étaient pas valorisées habituellement, vraiment la création costume. Du coup, on est plus parti dans cette direction-là. Et en fait, ça a été la collaboration finalement entre cette école de l'ENSAT qui est nationale, qui est l'ancienne rue Blanche, et l'école des Beaux-Arts qui est située à Lyon, qui a une vocation de création textile, de dessin textile. Donc en fait, l'école des Beaux-Arts a créé des textiles. Ces textiles ont été imprimés par Bucol HTH Bucol, qui est une filiale d'Hermès. Donc les impressions ont été faites chez eux. Ensuite, les textiles ont été transmis, coupés, conçus, pour devenir des costumes, qui sont des costumes sculptures et qui sont montrés en ce moment donc à la chapelle de l'ancien hôpital général. Alors dans cette installation, pardon, il y a un sens philosophique par rapport à la négritude qui est très fort. Pour avoir vu justement cette installation. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement de ça? Alors l'idée, c'était vraiment de demander en fait à des étudiants, à des jeunes, un peu leur idée, leur sentiment, leur opinion de la colonisation en Afrique, sur ce continent africain. Donc c'était de les faire retravailler à partir de ce texte de Césaire, qui est assez fort, de La Tempête. Donc les professeurs en même temps ont voulu qu'ils retravaillent aussi sur le texte de Shakespeare, de La Tempête, dont s'est inspiré Césaire. Et les étudiants ont chacun créé 5 groupes, 5 créations qui parfois sont multiples et qui réfléchissent et retravaillent de ce que peut être la colonisation ou le colonialisme ou une forme de colonisation ou d'imposition d'une personne sur une autre, et l'ont travaillé de différentes manières, puisque par exemple un jeune homme l'a travaillé avec 2 personnages qui en fait sont dans le sable. Et lui a fait une relation en fait avec les jeunes qui aujourd'hui sont en situation de ghetto ou d'isolement, par exemple, donc avec une forte imposition de la société quelque part, ou de leur histoire, ou de leur culture, voilà. Ensuite, d'autres ont plus travaillé vraiment dans l'idée du texte de Césaire, où effectivement refaisant une monstration, une valorisation de vraiment de la colonisation à l'époque, de la colonisation en Afrique. D'accord. Donc on passe à un autre lieu. Ce lieu, c'est l'hôtel de ville. Et donc là, on découvre votre travail à vous, Armelle Barraud. Vous êtes, je le disais, designer textile et vous avez conçu un moucharabier. Alors, première question toute simple, qu'est-ce que c'est un moucharabier ? Un moucharabier, en fait, c'est un élément architectural qui sert à filtrer la lumière et surtout dans les pays du Moyen-Orient, finalement. C'est donc des fenêtres en pierre évidées qui sont posées devant les bâtiments, à mon avis aussi pour la fraîcheur, pour garder la fraîcheur des bâtiments. Donc, voilà, donc en fait, ce qui est intéressant dans le moucharabier, c'est que c'est un motif très géométrique qui est très proche en fait des cartons de dentelle traditionnels. Alors, votre travail, vous l'avez effectué avec les dentelières d'Auvergne et Marie-Thérèse Bognol. Comment s'est passée cette rencontre ? Alors, avec Marie-Thérèse, en fait, on s'est rencontrés lors d'une exposition de dentelle et j'ai organisé un commissariat au musée de Villa-de-Conde, en fait, où je l'ai invitée, et Marie-Thérèse faisait des dentelles qu'elle trempait dans le sel. Et qui gardait en fait des cristaux de sel sur ses dentelles. C'est un travail qui m'a impressionnée et je trouvais très contemporain, donc je l'ai invitée à ce moment-là. On a fait connaissance et maintenant c'est vrai que c'est une dentelière qui est plus âgée, plus mûre que moi et qui connaît des choses que je ne connais pas encore. Du coup, je lui ai demandé si elle avait envie de participer à ce projet. Et justement, c'était une bonne idée parce qu'elle, c'est vrai qu'elle est originaire d'Auvergne et du coup, elle avait tout un réseau aussi de dentelières qu'elle connaissait. Parce que les dentelières se regroupent, se rassemblent régulièrement dans des couviges ou dans des salons. Et moi, j'avais pas ce genre de réseau. J'en ai un autre, mais pas. Voilà. Et donc, ça m'a permis d'aller voir des dentelières et aussi, le FIT m'avait proposé de travailler avec certains couviges, le couvige de la Drac ou l'école de dentelle de Chamalières. Et aussi une association de dentelle en fait qui est sur Clermont-Ferrand, et donc c'est pour ça qu'on a décidé de travailler ensemble. En fait, c'était un lien aussi
Notamment aussi pour les motifs, en fait, les fonds de dentelle qu'on utilise. Moi, j'ai une façon très libre d'utiliser la dentelle, donc je vais créer un motif et je me rends pas forcément compte de la difficulté. Donc, pour moi, c'est un travail de toute façon de géométrie. Donc, finalement, je me rendais pas compte si les dentelières allaient accepter de faire tel ou tel fond. Et donc là-dessus, on a beaucoup travaillé avec Marie-Thérèse Bognol. Voilà. Alors, Christina Ténor faisait allusion à ça. Vous avez travaillé avec des fils, avec un matériau précis, oui, très distinct. Expliquez-nous un peu. Alors, moi, dans ma pratique, je travaille essentiellement en fil métallique, voilà, ce qui permet en fait à la dentelle de changer d'échelle et d'être une dentelle beaucoup plus épaisse et puis qui se tient. Et du coup, c'est vrai qu'on avait discuté de ça avec le FIT et donc là, on a eu la chance d'avoir l'entrepreneur de Moulinage du Solier qui nous a ouvert ses portes, donc on allait le rencontrer directement dans l'usine et là c'est un truc fabuleux parce que c'est une manufacture qui fabrique des fils très techniques, donc ça peut être des fils pour les pneus de vélo ou des choses comme ça, ou alors des fils non-feu. Et là, notamment, il nous a donné un fil qui s'appelle le fil Nexo, et qui, en fait, lui, c'est une innovation en fait dans son travail. C'est quelqu'un qui est très innovant, et du coup, il nous a permis de l'utiliser. Et donc, il y a une gamme de couleurs. Du coup, la pièce qui a été réalisée, c'est avec les couleurs qu'il utilise lui-même. C'est pas forcément. Ça a été des couleurs. C'est cette rencontre qui a fait qu'on a utilisé telle et telle couleur, tel matériau. Et en fait, c'est un fil. C'était très intéressant parce que les dentelières, elles font des dentelles en coton. Elles n'ont pas forcément l'habitude de travailler le métal. Et là, finalement, c'est un fil qui regroupait les deux. Les caractéristiques du métal, parce qu'il y avait du métal, et le coton. Donc, je pense que ça a été assez facile pour elle de travailler ça. Parce qu'il y a quand même une vingtaine de dentelières. Donc, j'envoyais les dessins, les cartons, et chaque dentelière travaillait dans son atelier. Et ensuite, on s'est retrouvés au FIT pour tout rassembler à ce moment-là. Alors, vous avez été invité au FIT, quelque part, c'est comme ça qu'on peut dire. Qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à un tel festival ? Eh bien, c'était un énorme travail. Donc déjà, c'est une sorte de challenge pour se rendre compte qu'on peut mener à bout ce type de travail. Ensuite, là vraiment, ce qui est très intéressant et très important pour moi, c'est que justement ce réseau de dentelières que j'ai fait au fur et à mesure des mois, c'est des personnes avec qui je vais travailler de nouveau. Finalement, sur d'autres projets, je pense que je vais développer un peu le projet du moucharabier et de proposer dans la décoration intérieure ou des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que maintenant qu'on a eu un premier contact, alors on va continuer à travailler ensemble et je vais donc dessiner des grandes fenêtres, leur redonner, faire certaines parties. C'est important en fait pour la valorisation de la dentelle, pour qu'après ça soit plus utilisé, plus reconnu. Moi j'avais déjà participé à Maison Objet il y a des années au tout début quand j'avais commencé mon travail, donc c'est peut-être éventuellement ce genre de travail que je pourrais remontrer dans ce genre de salon. D'accord, merci. On continue notre tour de ville, j'ai envie de dire comme ça, et on se dirige à l'espace Victoire, donc place de la Victoire à Clermont-Ferrand. Et là, on peut découvrir deux installations d'artistes. Ultramka, j'espère que je prononce bien, qui nous vient tout droit du Vietnam. Et puis une installation qui s'appelle Temps et Temps de Françoise Hoffmann, qu'on avait reçue d'ailleurs il y a 2 ans. Françoise Hoffmann qui est artiste feutrière. Alors, je ne sais pas, Christine Bouilloc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces 2 artistes, leur travail? On peut partager, on peut partager encore une fois la poire en 2. C'est ce qui est bien, c'est qu'on a souvent travaillé à 2 voix, comme on a travaillé avec 2 équipes. Et puis c'est vrai que Thomas aussi pourrait en parler également. On a, pour la partie effectivement liée à Françoise Hoffmann, c'est quelque chose qui était déjà un petit peu en tout cas une idée qui était déjà apparue lors de sa venue au musée Bargouin. Elle avait vu la collection des ex-voto et c'est quelque chose effectivement qui l'avait frappé. Et le travail
travail qu'elle faisait sur le feutre, sur l'empreinte effectivement du corps, il y a eu une résonance tout de suite. Donc elle a travaillé à Felletin avec des adultes et là il s'est passé vraiment des choses assez extraordinaires et où en plus de la réalisation des moulages des mains, des pieds, il y a eu des mots. Et c'est beau parce que cette installation a vraiment une résonance humaine extrêmement forte. Et quand on voit ce mur présent avec ces différents membres présentés, on n'a absolument pas du tout une vision, j'allais dire, macabre ou sordide. On a vraiment une sorte d'approche très humaine, très chaude, très émotive, qui d'un seul coup révèle l'ex-voto presque dans son essence propre, c'est-à-dire qu'on est là pour faire un vœu et pour transmettre une intention. Et effectivement, l'intention est là. Alors, concernant Outramka, donc Outramka en fait est venue à plusieurs reprises. Là, c'était la 3e fois qu'elle venait et elle est venue en résidence en fait dans le cadre des saisons croisées France-Vietnam. Donc elle a été soutenue par l'Institut français pour cela et elle était en résidence au lycée Marie-Laurencin à Riom. Elle est venue également à Lyon, dans des terreaux textiles, voir un petit peu tout ce qu'elle pouvait rencontrer. Ce qui l'intéressait en fait, c'était vraiment de marier les différents textiles. Elle s'est pas mal inspirée aussi des routes de la soie, elle en a parlé un peu d'ailleurs, et elle avait envie de recréer ce lien entre Orient et Occident à travers le textile. Et elle a créé une œuvre qui s'appelle Régénération, qui est un peu la rénovation un petit peu de cette route, de cette histoire, de ces croisements et ces rencontres, et qu'elle présente à l'Espace Victoire en relation donc avec des élèves au lycée Marie-Laurencin. D'accord, très bien. Alors, un autre artiste vietnamien, Nguyen Van Hoang, qui nous vient tout droit de Hue, au Vietnam. Et alors là, l'installation, c'est au Jardin Lecoq, à la Roseraie, et c'est des cerfs-volants. Là aussi, c'est fabuleux, j'ai envie de dire. Oui, assez. D'ailleurs, on en voit même, puisqu'on en a installé au dos du musée Bargouin, dans le jardin de Christine, si on peut dire, puisqu'on avait prévu de vernir à cet endroit. Il a été assez impressionné par l'arbre, donc on en a installé dans l'arbre de manière assez étonnante d'ailleurs. Et il en a également installé à la Roseraie, donc il a entièrement recouvert la Roseraie finalement de cerfs-volants, donc que lui fait intégralement, puisqu'il a appris en fait, un peu comme toi Armelle finalement, auprès de maîtres, on va dire, qui connaissaient la pratique du cerf-volant, la fabrication, qui sont entièrement faits avec de très fins bambous, puis décorés donc avec des tissus en soie peints à la main. Donc toujours dans le cadre également des saisons croisées, puisqu'en 2013, le festival, sa version internationale, était donc au Vietnam, invité par le Vietnam, et en 2014, c'est en fait la présence du Vietnam en France, d'où la présence de Outramka et de monsieur Nguyen Dong Quang. Donc c'est ça en fait les saisons croisées France-Vietnam. C'est ça. C'est un échange entre les deux pays au niveau de ces textiles extraordinaires. Voilà, c'est vraiment un accord en fait qui se fait entre les présidents finalement, vraiment une volonté d'un travail d'échange, de collaboration, et c'est une visibilité à un moment donné du Vietnam en France, et l'autre année c'est vraiment la visibilité de la France au Vietnam. D'accord. Autre lieu de ce festival, le centre Blaise Pascal, où là, les élèves de Vincent Lemarchand, enfin les étudiants de Vincent Lemarchand, le président de HS Projet, donc les élèves de l'école supérieure d'art et design de Saint-Étienne, en collaboration avec le lycée Lamartinière Diderot de Lyon, proposent quant à eux une réflexion sur les questions liées à la production industrielle textile. C'est comme ça qu'on définit cette installation, enfin ce lieu d'exposition. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Christine Bouilloc? Ce qu'on peut en dire, et ce qui a marqué le public, parce que nous on a croisé le public ce week-end et ils ont été enchantés, c'est de voir l'effervescence qu'il peut y avoir. On est vraiment dans un laboratoire, dans une création. On est sur cette notion de programmer, déprogrammer. Encore une fois, on est en liaison avec le monde de l'entreprise, le monde de l'industrie, là, le principe de cette entreprise qui fait des mailles tubulaires. Et puis, c'est s'apercevoir à quel point en fait le matériau n'est plus une contrainte, ça devient effectivement un élément qui vient s'ajouter à la conception, et là aussi la magie du fit, c'est de pouvoir rencontrer ceux qui font. Donc on va être dans le dialogue, on va être dans l'échange, on va essayer de comprendre, et on se dit que le textile, le monde de l'artisanat, les artisans ont un bel avenir, parce qu'on est dans une sorte de mutation où d'un seul coup cette frontière qu'on décide et qu'on a décidé de faire entre artisans et artisanat et maîtres d'art
en fait, n'existe plus. Il y a un nouveau mot inventé, on va le trouver, hein, peut-être bien pour le troisième feat, mais on est vraiment dans une mutation. Et on s'aperçoit que, un peu comme les tapissiers le faisaient avec les peintres cartonniers, là, d'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y a la main, il y a l'esprit, mais on est dans une synthèse. Et voilà, les gens ont été tout à fait émerveillés par ce qui se passait et le potentiel qui arrive, parce que ce sont aussi des jeunes gens, donc l'avenir est à eux. Alors, moi, j'ai envie de revenir, le Centre Blaise Pascal en est un bel exemple. J'ai envie de revenir sur le fait que beaucoup d'étudiants d'écoles sont investis, sont invités dans ce festival. Est-ce que c'est une façon de passer le flambeau, voilà. En fait, ça s'est fait vraiment un peu comme ça. C'est vrai qu'on décide pas de tout. On a une idée, un thème, on a envie de rencontrer des gens, travailler avec certains, parce qu'on se dit tiens, là il y a un potentiel pas exploité, il y a des choses qu'on a envie de montrer et dire. Et c'est vrai que les choses se développent aussi petit à petit. Et d'ailleurs, je crois que du coup l'ENSAT, donc l'école de théâtre, a rencontré l'école de design, voilà, et les deux directeurs se sont vus et ont très envie de collaborer, travailler ensemble, du coup de mettre ensemble leurs étudiants, donc design, théâtre et textile, ancienne tradition textile ou héritage de la tradition textile lyonnaise. Là c'est vrai que je viens de croiser juste avant de venir une trentaine d'étudiants de l'école La Martinière d'Hydro qui font en fait une sorte de reportage en fait sur toute la semaine. Ils font leur semaine d'intégration ici pendant le temps du FIT et ils vont faire un travail d'attaché de presse pour relever tout ce qui se passe au FIT, voir un petit peu les développements, poser des questions au public. Ils vont être beaucoup en interaction avec le public, avec leur micro, petite caméra, photos, etc. Et c'est vrai que cette année, particulièrement pour la deuxième édition, donc encore bien jeune hein, pour faire des retours en arrière, mais c'est vrai que pour cette deuxième édition, il y a vraiment une implication en fait des étudiants, des élèves, des professeurs, et c'est vrai que les professeurs ont été assez exemplaires. Et quand on voit ce qui s'est passé, autant les directeurs et puis après les professeurs qui sont vraiment sur le terrain, mais c'est vrai que par exemple pour la chapelle de l'ancien hôpital général, ils ont été quand même vraiment soutenus par leurs enseignants, etc., qui continuent à nous envoyer des mails même en ce moment pour savoir comment ça se passe, quelle est la fréquentation, est-ce que les expos sont appréciés, d'avoir vraiment le retour public. Et c'est vrai qu'il y a une implication plus importante vraiment cette année des jeunes, des étudiants et élèves. Ouais. Alors je me tourne vers vous maintenant, Thomas Leveugle. Donc vous êtes chargé des projets collaboratifs urbains à HS Projet. Donc ça concerne notamment les patchwork, les cafés tricots et les ateliers dans les médiathèques. Expliquez-nous un petit peu le déroulement du festival pour vous. Alors je pense que la vision qu'on a un peu tous et toutes du festival, c'est à la fois une exigence vraiment sur le rendu des ateliers, sur ce qui s'y passe, mais également l'envie d'ouvrir le festival en dehors de la ville, dans la région de Clermont-Ferrand, en Auvergne, et même plus loin, je dirais, aussi à l'international. Alors par exemple, si on part sur les projets du patchwork, c'est une rencontre avec Christine Coinon, qui est une bénévole de la première édition, qui est américaine d'origine et qui nous a dit « J'aimerais bien travailler autour du patchwork » sur cette notion de renaissance en partant d'un motif traditionnel qu'on appelle le Grandmother Flower Garden, qui est donc un assemblage d'hexagones. Et elle m'a dit on pourrait tenter de faire un petit patchwork de 2 mètres sur 2 mètres en lançant ce projet. Et on a lancé ce projet sur les pages internet, donc Facebook, le site internet. Sur notre chemin, on a rencontré France Patchwork, donc la déléguée régionale Marie-Odile Chira, la directrice Catherine Bond de France Patchwork, qui ont elles-mêmes pris le projet à bras-le-corps et qui l'ont emmené en fait au-delà de l'Auvergne, puis au-delà de la France aussi, puisque le projet aujourd'hui de ce patchwork qui devait faire 2 mètres sur 2 mètres se trouve aujourd'hui à l'ouverture du festival à faire un patchwork de 8 mètres sur 3. Et nous pensons que le projet va continuer à grandir d'année en année, puisqu'on a véritablement eu un engouement du public, donc des gens qui sont parfois complètement isolés d'un point de vue social, qui sont venus nous rejoindre, des groupes aussi qui ne se rencontraient pas, qui se sont rencontrés entre à la fois des membres de clubs, des membres d'autres clubs qui ne sont pas forcément affiliés France Patchwork, mais qui sont rentrés dans le projet. Et véritablement, ce que l'on peut noter aujourd'hui, c'est l'exigence du travail, l'exigence de montrer quelle est
une pratique que l'on peut considérer comme étant une pratique d'intérieur, isolé, domestique, qui véritablement en fait se rattache à des traditions beaucoup plus importantes. Et donc ça c'est plutôt la partie patchwork. La partie sur le tricot en fait on l'a suivi un peu de loin, puisqu'en fait le café tricot qui avait commencé en 2012 par l'habillage des arbres de la rue Ballainvilliers, en fait avant même que l'on ait proposé la seconde édition du festival, avait commencé à réfléchir, voire à créer l'habillage des arbres des deux côtés de la rue. Et c'est ce qui nous plaît aussi, c'est-à-dire que nous ne voulons pas garder les projets pour nous, les projets nous les lançons, nous les proposons, et plus les gens les prennent, plus les gens s'accaparent ces projets, mieux c'est pour nous et puis mieux c'est pour le projet. C'est-à-dire l'idée du festival, c'est quand même la rencontre des gens, et donc le Café Tricot a travaillé d'arrache-pied pendant des mois et des mois, pendant presque un an, pour réaliser un travail énorme, donc sous la houlette de Marie Deschamps notamment, qui a habillé la façade du musée Bargouin et qui a fait un travail véritablement colossal. C'est le cas de le dire. Voilà. Très bien. Quoi d'autre? D'autres projets, il y en a tellement qui... Oui, on n'a pas le temps de tout voir, tellement le filtre regorge de projets et de lieux. Pour finir, il faudrait qu'on parle bien sûr de l'exposition Renaissance qui a lieu ici au musée Bargouin. Christine Bouilloc, qu'est-ce que c'est Renaissance ? Alors Renaissance, c'est une exposition, mais je veux dire, ça va bien au-delà. On va effectivement on présente effectivement des œuvres au musée Bargouin, mais l'intérêt c'était d'ouvrir la thématique Renaissance. On pense tout de suite à la période historique. Là effectivement l'écho va aller plus loin, encore une fois dans ce travail du textile. C'est la renaissance des peuples, c'est la renaissance des savoir-faire, la renaissance des matériaux, donc des degrés de lecture qui quelquefois se croisent, quelquefois sont complémentaires. Donc on a des pièces très contemporaines et des pièces patrimoniales, on a des pièces de haute couture et des pièces effectivement issues de créateurs qui vont effectivement vendre de façon, j'allais dire, pas forcément dans la haute couture française comme on l'entend, donc des choses qui se regardent, qui s'apprécient, des artistes également établis qui seront là, et puis des personnes qui viennent du bout du monde, encore une fois, pour nous amener leur regard, leur façon de voir et leur façon de traiter la thématique de la Renaissance. Un invité particulier, et ça c'est quelque chose qu'effectivement HS Projet aussi a initié très fortement, c'est la présence de la photo-reportage. Alors l'intérêt c'était de ne pas avoir la photo comme la photo de mode, mais effectivement la photo de reportage qui, au même titre que les pièces textiles, va avoir une résonance sur la façon dont les populations vont être soit présentées comme des personnages importants, soit une relecture par exemple, ou une lecture de la colonisation, je pense aux pièces de Samuel Fosso, des pièces effectivement qui vont présenter Bali, représenter effectivement des populations qui sont minoritaires et qui par le costume et par le théâtre vont de nouveau en fait être dans une renaissance de leur culture et de leur savoir-faire, et puis des pièces comme Marie Dorigny où là on va mêler textile et effectivement photographie, des photos qui vont parler du Cachemire, de la réalité du Cachemire, et l'actualité est particulièrement douloureuse en ce moment, et on découvre effectivement un savoir-faire des femmes, des regards, et d'un seul coup on est proche de cette humanité et on se sent pleinement, je veux dire, actif et conscient de ce qui se passe. Et c'est encore une fois, ce qui est magnifique dans cette exposition, c'est que les intentions, bien plus que les réalisations, se mêlent. Et là, il y a un échange avec le spectateur, et on ressort en tout cas de ce bâtiment, de cette exposition et de ce fit, presque galvanisé. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'humanité est là, on se sent partie prenante de l'humanité et on devient un ambassadeur de cette humanité-là. Donc, en tout cas, nous, en tant que musée, et je pense qu'au niveau du festival, comme le disait tout à l'heure Thomas, créer du lien, créer du sens, on est dedans. Bon, très bien. Ça sera le mot de la fin. L'émission est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que l'exposition Renaissance se déroule jusqu'au 29 mars 2015. C'est très important. L'édition 2012 avait réuni 25 000 visiteurs. On espère que celle-là fera au moins aussi bien. Voilà. Merci à vous quatre. À bientôt. Au revoir.